Au Pérou, un avion entre dans une zone de mauvais temps. Il faisait noir comme en pleine nuit. Et s'écrase. Ma première impression, c'est l'odeur horrible du carburant et du sang. Mais l'enquête Photographiez tout avant que ça disparaisse. est mise à mal Les gens emportaient tout. par des pillards. Les pneus, les portes, les pièces de train d'atterrissage. Privés de certains indices, les enquêteurs devront faire preuve d'astuce. Une calculatrice? Il leur faut découvrir pourquoi ce vol de la TANS 113 nœuds. s'est écrasé. Le fuselage éventré et en flammes d'un Boeing 737 gît dans la jungle péruvienne. Quelques passagers hébétés sont extraits tant bien que mal. Une fois à l'extérieur, j'ai aidé à sortir ceux qui étaient près de la porte. Je les ai tirés par les cheveux, je les ai tirés par leurs manches de chemise, je les ai tirés par tout ce que je pouvais agripper pour les faire sortir de l'avion. Le 737 s'est écrasé à 6 km de l'aéroport le plus proche et les secours vont mettre du temps à se frayer un chemin dans l'épaisse forêt. Le kérosène pourrait s'enflammer et provoquer une boule de feu d'un instant à l'autre. Les incendies peuvent démarrer en un clin d'œil, sans laisser aux passagers la possibilité de sortir. Les rescapés s'efforcent de s'éloigner le plus possible de l'avion. Une dizaine de minutes après, l'avion a explosé. Il ne reste que des débris du vol TANS Pérou 204. Une heure plus tôt, le 737 s'apprête à décoller de la capitale, Lima. Redressez votre siège, s'il vous plaît. Il va transporter ses 91 passagers à Pucallpa avant de rallier Iquitos, la porte d'entrée de l'Amazonie. Entre Lima et Pucallpa, le vol est magnifique. On voit les sommets enneigés, les lacs, les petites routes. Et puis, la couleur change. On passe au joli vert de la jungle. Héctor Chaparro Ugarte, un fonctionnaire qui se rend régulièrement à Pucallpa, a failli manquer son vol. Il y a de la place, 3 rangées plus loin. Merci, c'est gentil. En avion, j'ai toujours le même problème. Mes jambes touchent le siège de devant. Donc j'essaie de m'asseoir à hauteur d'une sortie de secours, car il y a plus de place. Un ancien commandant de l'armée de l'air assure le décollage. Gonzalo Chirinos Delgado veut devenir copilote. Prêt? Son instructeur s'appelle Octavio Pérez Palma. Ancien militaire lui aussi, il est devenu commandant de bord. Réglage puissance. Réglé. Les pilotes ont besoin d'acquérir de l'expérience. Ceux qui n'en ont pas s'installent sur le siège de droite, à côté d'un copilote chevronné qui est, lui, sur un strapontin. Sur ce vol, le copilote expérimenté, c'est Jorge Pinto Panta.
Vario positif. Rentrez le train. Puissance de montée. Vol est rentré. L'apprenti a décollé à la perfection. Le Boeing 737, âgé de 24 ans, prend de l'altitude en douceur. C'est un décollage modèle. Merci, commandant. On dirait moi quand j'étais jeune. Dans moins d'1 heure, ils seront à Pucallpa. Pucallpa est une des grandes destinations touristiques de l'Amazonie péruvienne. Voyageurs étrangers et hommes d'affaires péruviens empruntent son unique petite piste. Comme l'aéroport n'a pas de radar météorologique, les contrôleurs surveillent l'évolution du temps en se renseignant auprès des pilotes volant dans les environs. Ici le commandant. Les conditions météo pour ce vol seront bonnes. Mais par sécurité, restez assis avec votre ceinture attachée. Va en cabine si tu veux. À l'altitude de croisière de 33 000 pieds, l'équipage contacte le contrôleur en vue de l'atterrissage. Pucallpa Tour, Tanspérou 204. Bonjour. Nous sommes au 330, 174 nautiques DME. Entamerons descente dans 10 minutes. Quelles sont les conditions météo, s'il vous plaît? Tanspérou 204. Tour, nuage épars à 3000, secteur sud. Merci, Tour. Ce front approche. Ça ira. Le commandant connaît bien la météorologie changeante de la région et il est déjà venu à Pucallpa. À 85 km de sa destination, l'avion entre dans un orage. Je n'ai pas compris pourquoi on traversait un orage pareil. Parce que les précipitations étaient vraiment torrentielles. À Pucallpa, les nuages d'orage se font menaçants, mais il ne pleut pas. Tanspérou, Charlie Bravo en secteur sud. Entamez descente finale vers 1500 pieds. Pucallpa Tour, Tanspérou 204. Merci. En descente vers 1500. Au moment où le commandant règle le pilote automatique sur l'altitude à atteindre, un équipage qui arrive à Pucallpa fait son rapport. Piste 20, RAS, mais météo changeante. Suggérons la prudence. D'accord. Vous voyez ce monstre? Il est énorme. On dirait l'Angleterre. On entrera ici. Voyons voir. 20 nautiques. Non, c'est trop loin. Pucallpa est ici, vous voyez? Je vois. Par là? Non, il faut qu'on entre plus loin. L'équipage peut encore se poser sur un aéroport de dégagement ou rentrer à Lima. Passons dessous. D'accord. On ne prend pas le dégagement? Le commandant tient à atteindre Pucallpa. On a senti que l'avion était ballotté d'un côté à l'autre, qu'il vibrait. On est à 2000 pieds. Les pilotes savaient quelle altitude conserver. Il fallait rejoindre l'altitude minimale de descente prévue par les procédures applicables à Pucallpa à ce moment-là. L'altitude minimale de descente pour ce vol est de 1500 pieds. Le commandant ne pourra pas la franchir tant qu'il ne verra pas la piste.
À cette altitude et à cette distance, il était impératif que les pilotes voient la piste pour atterrir. C'est dégagé là-bas? Non, pas par là. Restez sous les nuages, ne descendez pas. Ne descendez pas. Voilà ce que je cherche. Là. Juste là. Il faisait noir comme en pleine nuit, alors qu'il était 14h45. Il faisait tellement sombre qu'on aurait cru que les rideaux des hublots étaient baissés. Le commandant sent que son apprenti est tendu. Bon. Restez à ce niveau. Puis, à quelques kilomètres de la piste, Je vais plutôt m'en occuper. le commandant prend les commandes et débranche le pilote automatique. Des grêlons s'abattent alors sur l'avion. Cherchez la piste. Cherchez la piste dehors. C'est ce que je fais. 6 nautiques. Octavio Pérez Palma veut se poser, mais il ne peut pas entamer la descente finale. Tant qu'un pilote ne signale pas qu'il voit la piste, le contrôleur ne peut pas l'autoriser à atterrir. Volez à 5. D'accord. Voler à 5. Vous voyez la piste? Non. Une hôtesse a couru s'asseoir à une place vide. Ça va aller. Et là, j'ai compris que cela irait mal. Demandez la visibilité de la piste pour qu'on atterrisse par là-bas. Tandis qu'il ne voit toujours pas la piste, l'équipage est bloqué à 1500 pieds. Pucallpatour, Tanspérou 204. Visibilité de l'autre côté de la piste? Tanspérou, Visibilité en diminution. inférieur à 2 km 500. Je la vois pas. Je vois rien. L'avertisseur de proximité de sol signale que de manière inexplicable, l'avion est descendu à moins de 500 pieds. Montez. D'accord. Tirez avec moi. Tirez. L'équipage n'a que quelques secondes pour éviter la catastrophe. Tirez avec moi. Tanspérou. Tirez. Tanspérou. Tirez. Et à cet instant, j'ai cru que je vivais les dernières minutes de mon existence. Et tandis que la lumière clignotait, j'ai confié mon âme à Dieu. Tirez avec moi. Tirez. Tirez. L'avion a creusé une balafre d'1,5 km dans la jungle, semant sur son passage des corps, des bagages et des morceaux de fuselage. Tanspérou 204. Tanspérou. Tanspérou. Le vol 204 ne répond plus aux appels de Juan Carlos Flores Peña. J'ai eu la sensation qu'il était arrivé quelque chose de grave. Ces craintes sont confirmées par un appel du capitaine des pompiers. Il m'a informé qu'un de ses amis faisait partie des passagers qui avaient survécu à l'accident.
Il lui avait téléphoné pour l'avertir que les gens qui avaient été assis à l'avant de l'avion étaient tous morts, mais qu'il y avait de nombreux rescapés à l'arrière. Un panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Beaucoup d'habitants accourent pour prêter main forte, mais d'autres viennent se servir. Ça m'a rendue folle. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont fait penser à des rats. Quand je suis arrivée sur place, je ne pensais qu'à une chose. Aider les rescapés. Je ne pensais pas à voler. Au lieu d'aider, d'essayer de voir si les passagers étaient encore vivants ou morts, ces individus se sont livrés au pillage. Et les rescapés sont incapables de les en empêcher. Ils ne peuvent qu'attendre les secours. À ce moment-là, un homme est apparu entre les arbres. On aurait dit qu'il sortait d'un mur. Les secours arrivent de Pucallpa 3 quarts d'heure après l'accident. Plus le temps passait, plus les minutes devenaient douloureuses, parce que l'adrénaline baissait. Gino Marquez Alvarez fait partie des premiers journalistes à arriver. C'était très impressionnant de voir des valises partout, des vêtements ayant appartenu à des passagers. C'était la première fois que je couvrais un accident d'avion et cela m'a beaucoup marqué. Le sauvetage se poursuit toute la nuit. Le lendemain matin, le bilan se fait plus précis. Sur les 98 personnes présentes à bord, 40 ont péri, dont les 3 pilotes. Personne ne peut témoigner de ce qui s'est passé dans le poste de pilotage lors des dernières secondes. Tirez! C'est le 5e accident mortel de la compagnie en 13 ans. La TANS avait été fondée par le gouvernement en 1962. Elle a un des pires bilans de sécurité d'Amérique du Sud. 2 ans et demi plus tôt, les 46 personnes qui se trouvaient à bord d'un de ces avions avaient trouvé la mort lors d'une descente mal effectuée. L'avion allait de Chiclayo à Chachapoyas. Et environ 5 minutes avant l'atterrissage, il a percuté une colline. Tous ces événements ont fait grand bruit. Le public s'y est beaucoup intéressé. Les gens demandaient des réponses. Ils voulaient savoir pourquoi cet accident avait eu lieu. C'est à une équipe de la CIA, l'organisme d'enquête péruvien, qu'il incombe de répondre. À sa tête, Patrick Frickberg. Ma première impression, c'est l'odeur horrible du carburant et du sang. L'incendie continuait. 24 heures après l'accident. Et on a été étonné qu'il y ait eu des survivants. J'avais changé de siège pour avoir plus de place à cause de mon gabarit. Et je m'étais installé dans la rangée numéro 10, celle où il y avait une issue de secours. C'est ce qui m'a sauvé la vie. L'enquêteur est sidéré par les pillages. Les gens emportaient tout ce qu'ils pouvaient. Les pneus, les bouteilles d'oxygène, les portes, des morceaux de métal, des pièces de train d'atterrissage, sans doute pour les revendre. Sur place, les soldats sont rares Excusez-moi, je suis de la CIA. J'ai besoin de vous. et impuissants.
Le périmètre était vaste et difficilement gérable. Surveillez constamment les moteurs. Allez-y. L'enquêteur ne peut faire garder que les éléments les plus importants. On a reconnu les moteurs, mais tout le reste était en miettes. Photographiez tout avant que cela disparaisse. Allons-y. Il rassemble un maximum de renseignements. Tous les morceaux étaient là. Il y avait les commandes de vol, des bouts de postes de pilotage, des sièges. Mais on s'est concentré sur l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. Pendant que des enquêteurs cherchent ces fameuses boîtes noires, leurs collègues interrogent les survivants. Mon dernier souvenir, c'est le feu qui arrive de l'avant de l'avion. On avait l'impression que les moteurs peinaient. Je n'avais jamais vu des grêlons aussi gros. Un violent orage de grêle s'est abattu près de la piste. Il est énorme. Peu de temps avant le crash. Et Patrick Friedberg se demande si les grêlons n'ont pas engendré une panne moteur. Ils peuvent endommager un avion, provoquer une coupure du moteur. C'est très dangereux de traverser un orage de grêle. En 1988, un 737 à destination de la Nouvelle-Orléans avait perdu ses deux moteurs en plein orage. Le commandant avait réussi un atterrissage d'urgence sur une digue. Une simulation effectuée par la suite avait indiqué que les fortes pluies et les grêlons étaient à l'origine de la panne. Les enquêteurs soupçonnent le vol 204 d'avoir connu un problème similaire. Le volume énorme d'eau et de grêle aurait provoqué l'extinction des deux moteurs. Une extinction de moteur, c'est un peu comme une bougie soufflée par le vent. L'examen visuel devrait déterminer si c'est ce qui est arrivé. Bien que les capots aient été très abîmés, les turbines sont presque intactes. Y avait-il eu ingestion de débris? Il y a des végétaux à l'intérieur. Preuve que les turbines tournaient lorsque l'avion a percuté les arbres. Apparemment, les moteurs avaient fonctionné normalement jusqu'au bout. Ce n'est donc pas une extinction des moteurs qui a provoqué le drame. On ignorait la cause de l'accident. La découverte d'une boîte noire devrait apporter des éléments de réponse. Le Pérou n'ayant pas les moyens techniques de lire les données contenues dans cet enregistreur phonique, il est envoyé à Washington, au NTSB, l'équivalent du BEA. C'est motivant. On a enfin quelque chose pour travailler. L'enregistreur de paramètres, lui, reste introuvable. Aucune trace? J'ai ma petite idée là-dessus. Mais cherchez quand même. Il est probable que des pillards s'en soient emparés. Vu le nombre de pièces qui disparaissaient, on était très agacés de ne pas pouvoir mieux restreindre l'accès au lieu de l'accident. Les enquêteurs décident d'offrir une récompense de 500 $ américains pour l'enregistreur de paramètres. Cet appareil décrit le fonctionnement des différents systèmes de bord jusqu'à l'accident. Donc, ce sont des renseignements cruciaux. Les enquêteurs obtiendront-ils ces renseignements? Tout dépend désormais des habitants de Pucallpa. En attendant, Patrick Friedberg recueille le témoignage du contrôleur de la tour qui attendait l'arrivée du vol 204.
À ce moment-là, j'ai signalé au pilote la présence d'un cumulonimbus. En aéronautique, tout le monde sait que c'est le nuage le plus dangereux. Le contrôleur ne peut que mettre l'équipage en garde face à ce nuage d'orage baptisé Charlie Bravo. Tanspero, Charlie Bravo en secteur sud. Les contrôleurs péruviens n'ont pas autorité pour fermer un aéroport. Descente finale vers 1500 pieds. Il expliquait à l'équipage que les conditions se dégradaient rapidement. On entrera ici. D'après le règlement, il faut essayer d'éviter l'orage en passant soit à côté, soit au-dessus. Les règles du vol à vue imposent aux pilotes de prendre de l'altitude et d'aller à un aéroport de dégagement en cas de visibilité nulle. Pourquoi Octavio Pérez Palma a-t-il pris le risque de traverser cet orage? Non, il faut qu'on entre plus loin. Il pouvait rallier un autre aéroport. Les origines de la TANS ne sont peut-être pas étrangères à cette décision. Lancée par l'armée de l'air péruvienne, la compagnie promouvait une culture d'entreprise susceptible d'être en contradiction avec les exigences de l'aviation civile. La TANS était au départ un exploitant militaire qui n'avait reçu aucun certificat de l'aviation civile péruvienne. Son personnel se composait de pilotes de l'armée, retraités ou non. Les pilotes militaires reçouvent une formation différente de celle des civils. S'ils doivent atterrir, pour eux c'est un ordre, et ils atterrissent. Alors que les civils ont plus de marge de manœuvre, plus de liberté. Les militaires veulent accomplir leur mission. Le commandant a-t-il négligé la sécurité et mis en danger ses passagers en tentant avec témérité d'accomplir sa mission? Ça ira. Patrick Frickberg se rend à Washington où les spécialistes du NTSB peuvent extraire les données de la boîte noire. C'est dégagé là-bas? Non, pas par là. Restez sous les nuages. Ne descendez pas. Ne descendez pas. Je n'entends que Pérez Palma et Chirinos Delgado. Or, l'équipage se composait de 3 hommes. Où est le troisième? Cherchez la piste. Cherchez la piste dehors. Mais avant de répondre à cette question, Nautique. Attendez. Ici Patrick. il reçoit une nouvelle de Lima. Appelle-moi dès l'ouverture. Super. On a l'autre enregistreur. La perspective d'empocher les 500 $ a séduit un habitant de Pucallpa qui a remis l'enregistreur de paramètres aux enquêteurs en échange de la récompense promise. C'était le gentil de l'histoire. S'il fonctionne encore, l'enregistreur pourrait indiquer la cause de l'accident en faisant apparaître une ou plusieurs défaillances électriques ou mécaniques. En attendant, les enquêteurs découvrent pourquoi il n'y a que 2 voix sur l'enregistrement. Le copilote était en cabine. Jorge Pinto Panta a quitté le poste de pilotage à cause d'un problème de ceinture de sécurité sur son strapontin. Les avionneurs construisent leurs appareils pour que des équipages d'au moins 2 personnes en prennent les commandes. L'équipage est passé outre une règle essentielle qui prévoit que le copilote reste dans le poste de pilotage pendant une formation. Plus fort.
Patrick Friedberg remarque également que Gonzalo Chirinos Delgado était mal à l'aise. Quand on a entendu le copilote siffloter, on savait par expérience qu'il devait être très stressé. Cherchez la piste. Cherchez la piste dehors. C'est ce que je fais. Même si l'enquête est loin d'être terminée, il semble que la paire formée par ce commandant de bord et ce copilote en formation La vitesse, idiot! soit une des composantes du drame. Vous voyez la piste? L'enregistreur phonique du vol TANS Pérou 204 offre aux enquêteurs un aperçu de ce qui s'est passé dans le poste de pilotage. Et ces derniers comptent sur l'enregistreur de paramètres pour en apprendre davantage. Mais lors de son examen, leurs espoirs s'évanouissent. Eh oui, cela a été une mauvaise surprise. Il avait été trafiqué, ouvert. L'appareil a souffert de l'incendie et quelqu'un a touché son mécanisme complexe. La bande était inexploitable. Oui, La déception est grande. d'accord. D'accord, merci. Et d'autres éléments importants manquent à l'appel. L'aéroport de Pucallpa n'est pas équipé de radar. Au Pérou, seul celui de Lima en a un. Le suivi radar du vol montrerait le taux de descente de l'avion, ce qui permettrait de déduire à quelle vitesse la situation a dégénéré. Mais en l'absence de données, Une calculatrice? Patrick Friedberg en est réduit à écouter les pilotes donner leur position. Allez-y. 20 nautiques. On est à 2000 pieds. Il espère ainsi reconstituer la trajectoire de vol. C'est un travail minutieux. 20 nautiques DME, vitesse 300. Puis, il mesure le temps qu'il a fallu pour franchir une distance donnée afin de calculer la vitesse. On fait ce calcul pour avoir le taux de descente. Et un tableau étonnant se dessine. Regardez ça. 34 secondes avant l'impact, l'avion est tombé comme une pierre. Il a perdu 1000 pieds. Les pilotes ont essayé de reprendre de l'altitude. Mais nous, on a vu l'avion commencer à descendre. Et après, ça a été la chute libre. Les calculs font apparaître que cette perte subite d'altitude s'est accompagnée d'une diminution rapide de la vitesse. « 113 nœuds en seulement 38 secondes ?» Il commence à grêler. La diminution brusque de l'altitude et de la vitesse coïncide avec le début de l'orage. Patrick Friedberg a conclu que la grêle n'a pas conduit à l'extinction des moteurs. Mais a-t-elle pu provoquer la chute de l'appareil? Il se procure une photo satellite haute résolution du nuage. Vu la taille de cette cellule orageuse, un orage de grêle très violent a frappé l'avion. Regardez la surface radar. Une rafale de grêle. À l'intérieur se trouve une colonne d'air en déplacement rapide, appelée courant descendant, dont la traversée est risquée. Cela peut endommager l'avion ou le précipiter vers le bas. En 1985, un Lockheed L-10-11 avait traversé un cumulonimbus lors de sa descente vers Dallas-Fort Worth. Victime d'un courant descendant violent, il s'était écrasé avant la piste. Un tel phénomène expliquerait la brusque diminution de la vitesse et de l'altitude. Mais les pilotes expérimentés comme Octavio Pérez Palma
sont formés pour repérer les courants descendants et lutter contre leurs effets. Le pilote doit pousser la manette des gaz à fond pour gagner de la vitesse. Immédiatement et automatiquement, il doit tirer sur le manche à volant pour que l'avion prenne de l'altitude. Effectuer ces manœuvres aurait évité la catastrophe. Cherchez la piste. Cherchez la piste dehors. C'est ce que je fais. Pourquoi les pilotes n'ont-ils pas fait cette procédure de rétablissement, ni remarqué qu'ils perdaient de l'altitude avant qu'une alarme ne les en avertisse? Ils ignoraient qu'ils descendaient. C'est une grosse erreur. C'est pour cela qu'il y a généralement 2 personnes par équipage. Il y en a une qui s'occupe des instruments de vol et une autre qui surveille ce qui se passe à l'extérieur de l'avion. L'inexpérience du copilote pourrait expliquer qu'il n'ait pas remarqué la perte d'altitude. Mais le commandant était un pilote de chasse chevronné. Le commandant totalisait beaucoup d'heures de vol. C'était un bon soldat, un héros de guerre. Il avait combattu contre un pays voisin, ce qui lui avait valu d'être décoré. De plus, Octavio Pérez Palma connaissait cette route et avait l'habitude des caprices de la météo. Quelque chose ne colle pas. En examinant les photos prises sur les lieux de l'accident, Patrick Friedberg repère qu'une partie du pare-brise est couverte d'une sorte de gelée opaque. Il demande au NTSB de lui envoyer des photos d'avions ayant été endommagés par la grêle. Bonjour, Patrick Friedberg. Des incidents graves et des accidents sont dus à la grêle. Composés de plusieurs couches d'acrylique et de plastique collées les unes sur les autres, les pare-brises sont épais et très solides. Mais il arrive que des grêlons en fissurent les couches extérieures. Apparaît alors une texture givrée à travers laquelle on ne voit presque rien. Les enquêteurs concluent que quelques instants avant l'accident, Cherchez la piste. Cherchez la piste dehors. C'est ce que je fais. l'équipage volait à l'aveuglette. Des grêlons font éclater les pare-brises et l'équipage n'arrive pas à voir à travers. Vous voyez la piste? Handicapés par le pare-brise, Non, je la vois pas. les 2 hommes ne remarquent pas que leurs instruments leur disent que l'avion descend à toute vitesse, victime d'un courant descendant. Ils n'en prennent conscience qu'à 500 pieds, quand l'avertisseur de proximité de sol résonne dans le poste de pilotage. Cet appareil signale que l'avion est trop bas pour voler sans que le train d'atterrissage ne soit sorti. Tirez avec moi! Tirez! À l'écoute de l'enregistreur phonique, il paraît évident que les pilotes ont essayé de redresser, mais que l'avion n'a pas obéi. Il reste à savoir pourquoi. On a demandé au NTSB d'analyser le bruit de fond pour déterminer si les moteurs tournaient ou non à leur puissance maximale. Cherchez la piste! Un par un, les sons sont identifiés et éliminés. Il n'y a que les moteurs? Si les pilotes avaient essayé de prendre de l'altitude, le régime moteur aurait dû faire un vacarme infernal. Mais ça n'est pas le cas. C'est stable. La fréquence était constante. Il semble que l'équipage ait oublié la seule procédure standard qui aurait pu sauver l'avion. Accélérer pour éviter les ennuis. Comment peut-on commettre une erreur aussi élémentaire? Patrick Friedberg passe en revue les événements inhabituels et les erreurs qui ont conduit au drame. Tout commence Va en cabine si tu veux. pour un problème de ceinture du copilote. Le commandant se retrouve avec un pilote inexpérimenté. C'est un décollage modèle. Merci, commandant.
On dirait moi quand j'étais jeune. Vous voyez ce monstre? Le commandant évalue mal l'orage. On entrera ici. Il se jette dedans. Des grêlons bombardent le pare-brise. Vous voyez la piste? Les pilotes ne voient plus rien. Non, je la vois pas. Ils ne remarquent pas qu'ils sont victimes d'un courant descendant, jusqu'à ce que l'avertisseur de proximité de sol se fasse entendre, moment auquel ils commettent leur plus grosse bévue. Ils oublient de mettre les gaz. Tirez avec moi! Selon les enquêteurs, tout ceci résulte d'une seule et unique décision prise quelques instants plus tôt par le commandant. Elle les a condamnés. Bon. Restez à ce niveau. Les enquêteurs se penchent sur une décision cruciale prise par Octavio Pérez Palma, moins d'1 minute avant l'accident. Il a pris les commandes. Lorsqu'il perd confiance en son collègue Je vais plutôt m'en occuper. D'accord? et qu'il prend les commandes, il se retrouve pilote en fonction, Gonzalo Chirinos Delgado devenant copilote. Je sors le train? Pas encore. En fait, ils ont échangé leur rôle. La vitesse, idiot! Et ce changement semble les perturber. Les volets, vite! Désormais, c'est au copilote de surveiller l'altitude. Volet à 5. D'accord. Voler à 5. Mais il est distrait par les injonctions. Il ne faut jamais que les deux pilotes surveillent l'extérieur en même temps. Jamais. Il y en a toujours un qui doit regarder de près les instruments. Je la vois pas. Je vois rien. Tirez avec moi! Tirez! Les pilotes tiraient sur le manche, et tous deux ont cru que l'autre effectuerait la manœuvre cruciale qui les aurait tirés d'affaire. Mettre la manette des gaz sur puissance maximale. Parfois, les pilotes pêchent par excès de confiance. Ils finissent par se dire qu'il ne peut rien leur arriver. Ça ira. On appelle cela manque de discipline ou non-respect des règles. C'est ce qui est arrivé. Quand les enquêteurs s'intéressent à l'accident survenu 2 ans et demi plus tôt, ils sont sous le choc. Les recommandations faites après Chachapoyas n'avaient pas été prises en compte. Et le même accident a eu lieu à Pucallpa. Le vol 222 aussi s'était écrasé lors de l'approche, en grande partie pour les mêmes raisons, plus particulièrement pour le non-respect des règles du vol à vue. Dans les 2 cas, ces règles ont été enfreintes, et dans les 2 cas, cela a provoqué des accidents tragiques. L'avion fonctionnait. Mais avant la fin de l'enquête, Un des avions de la compagnie a failli en percuter un autre en plein vol. le gouvernement péruvien annonce la fermeture de la TANS Pérou. Moins d'1 an après la tragédie, les autorités présentent le rapport final. Cause principale, l'erreur de pilotage. Passons dessous. La perte de la conscience de situation et la violation des procédures ont provoqué cet accident. Traverser un orage, travailler avec un collègue inexpérimenté et mal réagir face à une situation d'urgence sont des erreurs graves. Il y a une chose à ne jamais oublier. Allez-y. L'entraînement est la seule garantie que les pilotes feront ce qu'ils ont à faire. Leur formation doit leur inculquer un certain état d'esprit et une culture de la sécurité. Il faut qu'ils la comprennent pleinement et qu'ils la gardent en tête.